Mon cher jeune confrère, c'est un déjà vieil avocat qui vous écrit, puisque je suis obligé de mettre des lunettes pour relire ces quelques lignes avant de vous les envoyer. Alors, ça y est, après 5 années ou plus d'études supérieures, après avoir franchi les obstacles de l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle, de l'accès, hélas, limité en nombre à ce centre, de l'examen du CAPA et de la recherche très difficile d'un maître de stage, vous avez enfin pu jurer d'exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Collaborateur ou salarié, peu importe, vous êtes désormais avocat. Car tout le monde est d'accord pour réduire au strict minimum les différences entre avocats. C'est d'ailleurs pourquoi il me paraît urgent que les pouvoirs publics mettent au point avec la profession un statut commun, collaborateur-salarié, qui permettrait d'éviter des inégalités choquantes et l'intervention de tiers dans le sort fait à certains de nos confrères. Dans l'immédiat, vous allez pendant 2 ans être astreint aux obligations du stage. Enseignement des règles, usages et pratiques de la profession, fréquentation des audiences, participation à l'organisation collective de l'aide juridique, aide juridictionnelle civile et pénale, aide à l'accès au droit, intervention en garde à vue, défense pénale d'urgence. Et puis, bien sûr, concours de la conférence du barreau. Vous allez ainsi commencer tout d'abord à découvrir ce qu'est la vie ordinale et l'appartenance à une profession réglementée. Profession libérale et indépendante par nature et par la loi. C'est son statut, et non pas la forme sous laquelle elle s'exerce, qui lui donne ce caractère auquel nous sommes tellement attachés, parce qu'il est la condition indispensable à un conseil et à une défense libre et donc responsable. Depuis toujours, l'avocat est l'un des piliers de la vie en société et l'un des remparts de la démocratie. En première ligne, chaque fois que les droits de l'homme, les libertés fondamentales ou des intérêts légitimes sont en jeu. Mais il y a une contrepartie à cette situation privilégiée, c'est la déontologie. Elle est l'essence même de la profession. Pas d'avocat sans déontologie. Sans déontologie, plus d'avocat. 3 mots la résument. Secret professionnel, intégrité, confraternité. Le secret professionnel, avec son corollaire naturel, la confidentialité, c'est la certitude pour le client qu'il peut se confier à son avocat en toute liberté et que jamais cette confiance absolue ne sera trahie. Le secret professionnel, c'est la seule garantie d'un dialogue vrai entre le client et son avocat, assurant ainsi le meilleur conseil ou la meilleure défense en toute connaissance de cause et dans une tranquillité réciproque. Le secret professionnel, c'est le devoir sacré de l'avocat qui en fait un personnage d'exception dans la société humaine au même titre que les médecins de l'âme ou du corps. L'un des prolongements nécessaires de ce principe est le caractère confidentiel des correspondances échangées entre avocats. Ici encore, j'émets le vœu que les pouvoirs publics prennent leurs dispositions pour officialiser cette règle intangible et la rendre ainsi opposable à tous, y compris à nos juridictions, qui n'y voient aujourd'hui qu'un moyen de preuve comme les autres. L'intégrité est une chose qui va de soi, mais qui va encore mieux en la disant. Pour rester inviolable, l'avocat doit être comme la femme de César, insoupçonnable. Quant à la confraternité, cette vertu antique dont on ne cesse de génération en génération de regretter la disparition, elle constitue l'honneur de la profession d'avocat, même et surtout si elle ne reçoit pas de sanctions sociales, mais seulement disciplinaires. Ce que nos confrères doivent comprendre, et qu'ils perdent, c'est vrai, trop souvent de vue, c'est que nos règles de courtoisie et de délicatesse ne sont pas faites dans l'intérêt des avocats eux-mêmes,
bien qu'elles rendent la vie beaucoup plus agréable quand elles sont pratiquées. Non, elles sont faites dans l'intérêt de nos clients, pas toujours dans leur intérêt immédiat et particulier, car le respect du contradictoire, par exemple, leur semble parfois une contrainte bien inutile, voire nuisible, mais certainement dans leur intérêt collectif et à long terme. Il en est de même de nos préceptes moraux que des lois de procédure. Ils sont les garants du respect du droit et de la loyauté des échanges humains et sociaux. Au deuxième degré, j'ajouterai qu'en suivant scrupuleusement nos règles déontologiques, l'avocat sert directement les intérêts dont il a la charge. La bonne image d'un avocat rejaillit en effet sur son client et lui profite évidemment, aussi bien aux yeux des juges que des différents intervenants à une discussion ou à un litige. Mais n'oubliez jamais qu'il faut des années pour se forger une réputation et qu'il suffit d'un moment d'égarement pour la perdre. Vigilance permanente et constance dans l'effort, souci quotidien de qualité et de vérité. Votre participation effective aux activités ordinales et professionnelles vous aidera beaucoup à rester plongé dans ce bain culturel qui fait le métier. Ne manquez donc pas les occasions de vous mêler à la vie du barreau. Séances de formation permanente, assemblée générale, élections à l'ordre et au Conseil national des barreaux, commissions, organisations syndicales, concours de la conférence, missions de service public et activités en matière de droits de l'homme. Vous allez aussi, pendant votre stage, découvrir la vie de cabinet. Certes, par l'effet d'une aberration réglementaire, vous pourrez passer une de ces 2 années dans une étude de notaire, dans un cabinet d'experts comptables ou de commissaires aux comptes, au parquet d'une cour ou d'un tribunal, et même auprès d'une administration publique, dans une entreprise ou dans une organisation internationale. L'utilité de tels travaux pédagogiques n'est bien entendu pas en cause, mais les pouvoirs publics ont en l'espèce manifestement confondu formation professionnelle et formation technique. Or, il est bien évident que si vous usez de l'une de ces facultés, vous ne disposerez plus pendant cette année-là des conditions vous permettant d'être véritablement avocat, notamment au plan du secret professionnel. Sous cette réserve, vous allez normalement pendant 2 ans travailler avec votre maître de stage, c'est-à-dire un ou plusieurs avocats plus anciens avec lesquels vous êtes liés par un contrat de travail ou de collaboration. C'est cet apprentissage sur le tas qui constituera votre véritable formation. Le maître de stage est un patron, souvent débordé, qui doit façonner le jeune avocat par son enseignement pratique, par la communication de son savoir-faire et de son expérience, par l'imprégnation d'une culture et d'une éthique, par l'exemple, enfin et surtout. Apprendre à recevoir un client, à étudier un dossier, à faire des recherches de doctrine ou de jurisprudence, à préparer un contrat ou des conclusions, à répondre à un contradicteur, à assurer des audiences, à conduire des négociations, à contrôler son caractère et à conserver sa bonne humeur, à observer toujours et partout nos principes essentiels, tel est l'objet du stage en cabinet. Vous vous apercevrez très vite qu'il n'y a pas de justice pour les avocats, puisque entre les dossiers ingagnables, les dossiers imperdables et la part de loterie inhérente à toute décision humaine, les bons avocats ne gagnent finalement pas plus de procès que ceux qui le sont moins. Vous constaterez aussi que la justice n'est qu'imparfaitement rendue, dès lors qu'en raison du mauvais usage qui est fait par tous les intéressés, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou des autres dispositions similaires, la partie dont le bon droit a été reconnu n'est pas intégralement indemnisée de ses peines et dépenses. Quel que soit votre statut, vous découvrirez que le métier d'avocat est une activité économique. Nous sommes de vrais chefs d'entreprise.
avec des dépenses fixes de plus en plus lourdes, et en regard des recettes en dents de scie qu'il faut s'efforcer de gérer au mieux pour faire face aux premières. La clientèle, fugace ou institutionnelle, fait maintenant partie intégrante des éléments du véritable fonds libéral que constitue désormais un cabinet d'avocats. C'est pourquoi, compte tenu du rapport de confiance qui unit les avocats travaillant ensemble, et clause de respect de clientèle ou pas, on ne part pas avec les clients de son cabinet. Vous comprendrez également que la publicité personnelle nouvellement permise à l'avocat ne peut pas prendre la forme de lettres circulaires envoyées à l'aveuglette qui constitueraient autant de sollicitations interdites par la loi. Enfin, vous allez acquérir auprès de votre maître de stage une spécialisation dont il devra lui-même être titulaire pour pouvoir vous la transmettre. À ce sujet, je trouve extrêmement dommage que les pouvoirs publics n'aient pas expressément réservé aux avocats spécialistes le beau titre de conseil, qui est ainsi abandonné à des pseudo-professionnels exerçant sans aucun contrôle des activités douteuses ou carrément illégales, en dehors de toute réglementation et en l'absence de toute déontologie. Je regrette également, comme beaucoup, que la liste des spécialités telle qu'elle a été arrêtée ne soit en réalité qu'un catalogue des grandes catégories du droit, de sorte que chaque avocat peut légitimement prétendre à une spécialisation dans 2 ou 3 au moins des 15 matières retenues. Il eût été bien préférable, puisqu'il s'agissait d'informer le public, de sélectionner clairement à son intention quelques véritables spécialités pointues et de laisser aux avocats le soin de faire connaître leurs activités dominantes sous leur propre responsabilité, mais sous le contrôle des ordres. En l'état, l'homme de la rue va avoir du mal à comprendre que pour traiter son problème de bail commercial, il doit s'adresser à un avocat spécialiste en droit immobilier. Il existe même une spécialité de droit communautaire. Et il est vrai qu'on va beaucoup vous parler d'Europe. Mais pour moi, la véritable Europe, c'est celle des noces de Figaro. L'argument est français, très français. La musique est autrichienne, c'est beau, donc c'est du Mozart. La langue est italienne. La scène et les personnages sont espagnols. Mon tout forme un chef-d'œuvre de l'esprit européen, plus convaincant que les brouets indigestes concoctés par nos technocrates dénaturés, désincarnés et dévitalisés. Mon cher jeune confrère, l'avocat européen de demain, c'est vous. C'est vous qui ferez la nouvelle profession dont le barreau français, et notamment celui des Hauts-de-Seine, tente à devenir le modèle universel. Conformément à votre serment public, demeurez en toutes circonstances digne, consciencieux, indépendant, honnête et humain. Et vous serez un avocat, mon fils ou ma fille. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les hauts fonctionnaires, mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, mes chers amis, vous avez été les auditeurs involontaires des propos que j'adressais confidentiellement à mon jeune confrère. Ne les répétez pas. Le barreau des Hauts-de-Seine vous est reconnaissant de votre présence chaleureuse. Je salue particulièrement Monsieur le Président Coulon, qui vient de prendre aujourd'hui même ses fonctions de président du tribunal de grande instance de Nanterre, ce qui nous permet d'être reçus par lui ce soir dans son palais et de l'en remercier. Les propos que vous avez tenus ce matin nous ont été droit au cœur, Monsieur le Président.
nous savons que nous aurons avec vous la même qualité de relation qu'avec votre prédécesseur, M. le Foyer de Costil, et qu'avec le procureur de la République, M. Loncan. Je salue aussi celui que nos confrères viennent de désigner comme mon successeur, le bâtonnier Pascal Mayer. Je vous salue et vous remercie enfin, Monsieur Jacques Séguéla, qui avait bien voulu nous faire l'honneur d'être notre invité sur la sellette. Je donne d'ailleurs, sans plus tarder, la parole à votre accusateur, Monsieur Xavier Crémer, secrétaire 1993 de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du jury, c'est égal à lui-même que M. Séguéla, aujourd'hui, dans le box des accusés, comparaît devant ses juges. Ils sont nombreux ceux qui ont rêvé de le voir à cette place, car de même que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, force est de constater que l'image de l'accusé est plutôt ternie et sujette à controverse. Et je vous démontrerai que ça n'est pas sans raison. Ainsi, M. Séguéla nous éblouit de ses spots depuis des lustres, nous joue les marchands de rêve quand ce n'est pas les marchands de poudre de perlimpinpin, bref, abuse nos sens et notre opinion à plaisir. Pourtant, le moins que l'on puisse dire de l'accusé, c'est qu'il ne manquait pas d'atouts pour réussir et devenir un honnête citoyen. N'avait-il pas, en effet, entrepris de robustes études de pharmacie, couronnées par une thèse dont le sujet, j'oserais dire en poulet, les plantes médicinales à travers le monde, était le prétexte tout trouvé d'un tour du monde initiatique, autant que botanique d'ailleurs. Hélas, sans doute n'y a-t-il pas loin de l'ampoule au spot, car bientôt il quittait l'officine pour l'agence, le Vidal pour le pressbook, bref, la vertu pour le vice, et il s'engageait dans ce chemin tortueux qui devait le conduire où il se trouve aujourd'hui, solidement campé à la tête de l'agence publicitaire que l'on sait, et accessoirement dans le box des accusés. Les chefs d'accusation, M. Séguéla n'en manque pas, ce dont il tire d'ailleurs une fierté certaine. Aussi suis-je obligé ce soir d'élaguer, d'émonder un parcours criminel luxuriant pour aller droit à l'essentiel, circonscrire les principaux forfaits de l'accusé, tâche malaisée, vous le comprendrez, tant ils sont nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du jury, le crime majeur, le crime inexpiable pour un publicitaire, et qui plus est, pour un publicitaire aussi talentueux, est sans nul doute d'avoir vendu son âme à la politique. On vous soutiendra certainement que cette damnation ne concerne que M. Séguéla et à l'extrême rigueur la publicité. Il est vrai que l'accusé, en agissant ainsi, a compromis la publicité, qu'il a définitivement dissocié l'opinion, et l'idée. N'avait-il pas clamé d'ailleurs à l'époque « Je ne suis pas payé pour avoir des opinions, mais des idées », au risque d'ôter à la publicité le peu de crédit qui lui restait encore et de s'approcher impunément et d'une manière très imprudente des rives glissantes de la propagande. Mais qu'il soit l'opprobre de la publicité importe peu à la Cour. Non, ce qu'il faut dénoncer avant tout, ce qui doit être sanctionné, c'est le caractère subversif des agissements de l'accusé. Que fait-il donc en vendant de l'aspirant à la présidence de la République comme d'autres vendent des aspirateurs? Tout simplement, et n'ayons pas peur des qualifications, il fausse purement et simplement le jeu des règles constitutionnelles. Il manipule l'opinion. Il fait d'un candidat politique un simple produit. Certes, il réussit ce tour de force à rendre ce produit populaire, une gageure parfois, mais de charisme point, de rêve non plus, ni bien sûr d'objectivité, de jugement pour les lecteurs. Il fausse le jeu des règles constitutionnelles avant tout parce qu'il est talentueux et qu'il a des idées, domaine dans lequel on juge, et dans ce domaine, on juge sur le résultat, et le résultat, en l'espèce, a dépassé les espérances, à un point tel d'ailleurs que le factieux a cru bon de récidiver en France, et non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Rappelez-vous de cette phrase visionnaire que Giovanni Guarecci, l'auteur bien connu de Don Camillo, met en pleine guerre froide dans la bouche de son héros. Dans l'isoloir, Staline ne te voit pas, Dieu si. Et vous comprendrez qu'à force de s'immiscer dans les consciences politiques, à grands coups de slogans, l'accusé va faire de la publicité l'urne cinéraire de la démocratie. Subversion, manipulation dont M. Séguéla est aussi conscient
Aussi s'acharne-t-il avec un soin outré et paradoxal à démontrer l'inefficacité de ses campagnes. N'a-t-il pas affirmé « Je reste convaincu du peu d'utilité à court terme des campagnes présidentielles » ou encore « La force tranquille a été d'un piètre secours à l'impétrant de 1981 » ou encore « La publicité ne fait pas l'élection, même si elle y contribue ». L'ingénu. S'imagine-t-il que nous allons le croire, alors que non content de vendre son produit présidentiel, il y a maintenant 15 ans, il a de nouveau assuré sa promotion 7 ans plus tard. Mais à quoi donc sert la publicité politique si ce n'est à favoriser l'élection du candidat? Certainement pas, comme voudrait nous le faire croire M. Séguéla, simplement à sacrer l'impétrant. Il y a de la haute trahison dans cet acte-là. Il y a de la haute trahison et je m'en explique. Les errements de l'accusé seraient pardonnables s'il ne retirait lui-même un profit non négligeable de ses agissements. Si la publicité ne fait pas l'élection, l'élection en revanche fait le publicitaire. M. Séguéla n'écrit-il pas, à propos de sa première rencontre avec le candidat Mitterrand, « Arrivé à l'endroit convenu, je levai les yeux et je lus mon destin. Le restaurant s'appelait le Pactole. » N'inscrit-il pas encore en exergue de l'un de ses ouvrages à François Mitterrand, qui a fait ma pub plus que je n'ai fait la sienne? Rendons-lui cette justice, l'accusé à la reconnaissance chevillée à l'âme, et sans doute est-ce son intérêt de mercenaire que d'agir ainsi. Et mercenaire n'est pas un vain mot, à cette réserve près toutefois, que ce Bob Denard de la publicité politique sert concomitamment des causes antagonistes, ce qui ne semble pas d'ailleurs choquer outre mesure sa conscience professionnelle. Il se vante en effet, en 1977, d'avoir proposé un projet d'affiche au Parti socialiste, d'avoir proposé un projet d'affiche au RPR, d'avoir proposé un projet d'affiche au PR, et comble de l'impudence, d'avoir été primé par chacun de ces partis. Vraiment, on ne peut pas laisser impuni un forfait aussi abominable que celui qui consiste à mettre ses bonnes idées à la solde de causes aussi antagonistes. M. Séguéla, démiurge de la publicité politique, ne s'est pas cantonné à ces innocentes manipulations, non. Il s'est acharné sur les présidents, il s'est acharné sur leur image, il s'est acharné sur leur enveloppe charnelle, il les a modelés comme des poupées de cire, pour la plus grande gloire de ses fantasmes publicitaires. Il a commencé il y a 20 ans, par proprement ridiculiser le président Pompidou, pour vanter à l'insu de ce dernier les mérites de moteurs hors bord, les moteurs Mercury, en le photographiant à la barre d'un canot pneumatique. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Pensez donc, Pompidou jouant les grands timoniers. On dit également qu'il a fait limer les dents de son candidat aux élections présidentielles car il lui trouvait un sourire trop carnassier. Sans doute pour s'acheter une conduite, ou plus simplement pour donner le change, M. Séguéla se fait aujourd'hui le chantre de la communication. Il n'a que ce mot à la bouche, ou plutôt à la plume. Chacun sait en effet qu'il a commis un certain nombre de pamphlets sur la question, réflexe de publicitaire sans doute. Mais où donc est passé le fils de pub avoué par l'accusé dans ses écrits? Aujourd'hui, publicitaire notoire, il renie la publicité, il mord la main nourricière. Ce fils oublieux en vient même à écrire dans son dernier ouvrage « La pub est morte, vive la communication ». Soit, la publicité est morte, et vive la communication. Il est vrai que ce mot est flatteur, et qu'il véhicule des idées sans doute plus saillantes que la bête publicité d'antan. À commencer par cette notion nouvelle, et sans doute inavouée, l'échange, le partage avec le consommateur. Et c'est ici sans doute que l'accusé nous trompe. Car en fait d'échange, la publicité nouvelle n'en instaurera pas davantage que celle de naguère, à laquelle l'accusé a dédié sa joyeuse épitaphe. C'est égal. La publicité ségélienne n'échappe pas à la règle. C'est le sens unique, pour ne pas dire le sens inique. Pour prendre un simple exemple, pour prendre une simple comparaison linguistique, quand je fais de la publicité, je cause. Quand je fais de la communication, je dialogue. Et ça fait 30 ans que l'accusé cause dans le poste, 15 ans, 30 ans qu'il cause dans les journaux, 30 ans qu'il cause de lui, et il voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, il désire que le consommateur lui réponde. Non. Le spot publicitaire n'est pas un moyen de faire parler le consommateur, mais de l'éblouir tout simplement, quand ce n'est pas de l'aveugler. Quant à cet autre sens de la communication, la notion d'information, on pourrait encore se réclamer l'accusé. Est-il besoin de rappeler à la Cour que ce nouveau communicateur est avant tout le talentueux marchand de rêve que l'on sait, le narcotrafiquant repenti,
Le grand illusionniste qui, pour exemple, a réussi à faire prendre à des générations d'automobilistes de simples chevrons sauvages pour des Citroën BX. On nous soutient aujourd'hui que la publicité doit innover, créer, que le temps n'est plus de compter ses sous, de faire des économies, que la publicité ne doit plus vanter le rapport qualité-prix, mais qu'elle doit créer le désir. C'est en tout cas le message de M. Séguéla, son credo, son confiteor. Le monde occidental souffre de crise de foi, sans doute semble-t-il à l'approche des fêtes de Noël, et l'ancien pharmacien perce alors sous le publicitaire. Il y va de sa tisane hépatique, de sa bole de Florine, dont, sans nul doute, il aurait pu inventer l'antienne. Communiquons, créons le désir chez le consommateur. Le désir. Attention à ne pas créer la concupiscence, M. Séguéla. Quoi qu'il en soit, l'accusé se fait aujourd'hui le champion de la communication. Il offre un enterrement de première classe à la pub. Aveu tardif, la Cour appréciera. Mais surtout magnifique preuve d'inconstance et d'ingratitude. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, il est encore un acte qui ne peut pas rester impuni, un acte dont l'accusé doit supporter l'entière responsabilité, un acte d'ailleurs dont il revendique la paternité, le produit libre et son corollaire, la mort du petit commerce. Le produit libre, c'est la galvanisation de la grande diffusion, c'est la conjugaison d'une qualité prétendument bonne et d'un prix soi-disant inférieur à la moyenne. C'est la négation de la publicité, bien sûr, car c'est la négation de la marque. Et c'est surtout la fin du commerce de proximité, c'est la fin de la vie de quartier, la fin de la tradition et, dans une certaine mesure, la fin du rêve. Heureusement, cette honteuse pratique du produit libre, cette monstrueuse ingratitude de l'accusé envers des marques qui l'ont fait vivre si longtemps, ces marques à qui il doit d'être ce qu'il est aujourd'hui, cette honteuse pratique, disais-je, a reçu un commencement de sanction. Sanction par trop modérée sans doute, mais symbolique. La défection de quelques-uns de ses clients, outrés par l'infidélité de leurs publicitaires. Croyez-vous que l'accusé en a tiré leçon? Non pas, bien au contraire. Il s'est insurgé contre cette réaction légitime de quelques-uns de ses annonceurs, au point d'écrire à propos de l'un d'eux, qui était également fournisseur des biscuits fourrés libres: j'aurais dû rebaptiser ces biscuits coups fourrés. À ce stade de mes réquisitions, j'aurais aimé percevoir chez l'accusé un frémissement de repentir, un frisson de componction, bref, un petit peu d'humanité. J'aurais aimé le voir écraser une larme pour ces petits commerçants dont, certes, il n'a pas personnellement causé la perte, certes, mais à laquelle il a participé par fourniture de moyens, sinon par instigation. Je constate qu'il n'en est rien et je le regrette. Encore un mot et j'en aurai terminé. L'accusé se complaît aujourd'hui à jeter l'anathème sur la publicité comparative. Soit, prenons en acte, ce type de publicité belliqueux, sans doute, risque de causer la mort de certaines marques, sans doute de nuire aux produits, du moins ce qu'il affirme. Mais il n'y a certainement pas que du mauvais dans la publicité comparative, car nous avons recueilli des aveux accablants de l'accusé. N'est-ce pas lui qui, le premier, a lancé la première campagne comparative en France? N'est-ce pas lui qui a publié ces deux affiches pour le plus grand profit d'un constructeur de maisons individuelles? Ces deux affiches juste apposées, l'une d'elles portait la mention « Méfiez-vous des gougnafiers » et sur l'autre « Confiez-vous à un constructeur sûr ». Alors, Monsieur Séguéla, ne condamnez pas aujourd'hui une pratique dont vous avez contribué à la naissance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du juré, la publicité ne sauvera pas le monde. La publicité ségélienne, pas plus qu'une autre, quand bien même elle saurait créer le désir, l'appétit, l'envie. Simplement parce qu'elle se greffe sur le mercantilisme le plus trivial. La publicité, c'est fait pour vendre. La publicité, c'est l'avenir du commerce, certes, mais ce n'est pas l'avenir de nos enfants. Tenter de dissocier la publicité de sa finalité, réussir par son talent, par l'efficacité diabolique de ces publicités, à nous le faire croire, l'accusé est coupable de tout cela. Vous devrez vous en souvenir lorsque vous déciderez de son sort. Je suis arrivé au terme de mes réquisitions. Je souhaitais initialement réclamer une peine exemplaire et dissuasive, car il convient de stigmatiser le comportement de cet homme de qualité qui, non content de mettre ses forces au service d'une cause aussi funeste que la publicité, n'a pas hésité à le faire avec talent et même avec brio. Vous entrerez donc en voie de condamnation à son encontre et le condamnerez à reprendre ses études de pharmacie et à publier sa thèse. Mais hélas, il m'en coûte de dire cela,
La publicité qu'en retirera ce diable d'homme sera malheureusement à l'aune du quantum de la peine. La parole est à la Défense, en la personne de Madame Hélène Gerson-Méraud, secrétaire 1993 de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si Monsieur Séguéla est coupable de l'ensemble des actes dont l'accable l'accusation, je ne vois qu'une explication. C'est le syndicat du crime à lui tout seul. Car voyez-vous, en quelques minutes, et par la magie de quelques artifices oratoires, Monsieur le procureur a réussi le tour de force de transformer un simple citoyen, publicitaire de son État, en une sorte de léviathan déchaîné. Que l'on en juge plutôt. Intrigant politique, fossoyeur du petit commerce, marchand de rêve, en un mot, Monsieur Séguéla est responsable de la crise économique, politique et sociale. À vous entendre ainsi vitupérer, on pourrait presque croire que la vie s'écoulerait paisiblement s'il n'y avait Jacques Séguéla pour torturer ainsi la France. Pourquoi cette polémique? Pourquoi cet acharnement? Une biographie s'imposerait, bien sûr. Cependant, nous ne sommes pas là pour parler du passé, mais du présent. Toutefois, juste un mot. Tout semblait l'accabler. Ses origines provinciales, si loin du sérail parisien, son flirt prolongé avec cette fausse sœur, la presse, son amour de la pêche, à défaut du golf, une regrettable affaire Mercury sur laquelle je reviendrai plus tard. Autant de condamnations. Qu'il affiche aujourd'hui sa réussite est d'autant plus dérangeant. Trop ostentatoire, diront les jaloux. Trop d'apparitions, de frasques, de récupérations improvisées. En un mot, Séguéla est trop envahissant qu'il se taise. Quelle confusion! Vous dites envahissant? Je vous réponds au contraire insaisissable. On le croit Rastignac? Il se fait l'apôtre des causes humanitaires. On le croit dans le sillage des seuls hommes de succès? Il défend contre vents et marées un député en perdition. On croit qu'il glose? Il crée. On croit qu'il parle? Il écrit. 9 ouvrages à ce jour. Si j'osais, je dirais encore 18 et il sera devenu un homme de bonne volonté. Mais revenons un instant sur les origines de cette réussite que vous semblez tant décrier. Oui, il fallait bien un éclair pour donner à Jacques Séguéla cette trajectoire verticale dont il n'allait plus dévier. Une idée force, lumineuse, qui explosa un jour sur tous les murs de France et de Navarre. Les produits libres. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer. Les produits libres furent à Séguéla ce que la pomme fut à Newton, ce que l'œuf fut à Christophe Colomb. Il suffisait d'y penser. Vous avez bien essayé de nous entraîner dans les méandres d'un théorème économique fumeux pour tenter de nous démontrer par A plus B que la promotion des produits libres signifiait la mort du petit commerce. Pure calomnie. Le fait que le petit commerce soit devenu une cause nationale, une espèce à protéger au même titre que les ours des Pyrénées ou le marais poitevin, ne vous autorise tout de même pas à mettre à la charge de Jacques Séguéla toutes les plaies d'Égypte. Aujourd'hui, tout est prétexte à assassiner le petit commerce. Ici, le contournement d'une route nationale qui marginalise un village. Là, la maréchaussée qui verbalise devant les boutiques, la veille de Noël. Alors évidemment, l'argument économique était facile. Et vous vous en êtes saisi dans un syllogisme limpide dont j'apprécierais fort que vous me communiquiez le mode d'emploi. J'ai compris en substance, tous les chats sont mortels, Socrate est mortel,
Donc Socrate est un chat. Élémentaire. Pourtant, vous avez touché un point sensible. Mon client aurait renié les marques, appelé à l'hallali des emballages trompeurs. On est en somme face au publicitaire qui retourne sa veste et crucifie ses mères nourricières. Pour répondre à ce chef d'accusation, je préfère donner la parole à Musset. Musset disait simplement « Les poètes n'ont pas de patrie ». Méditez, monsieur le procureur. Mais il est un méfait plus grave dont vous accablez, monsieur Séguéla. Un méfait qui, depuis 12 ans, agite toutes les consciences, y compris celle du législateur. Méfait devenu la bouteille à encre de chaque joute électorale. La publicité politique. Je ne suis pas surprise de votre virulence. Point surprise, car s'il est bien un domaine dans lequel mon client fait office de l'avis unanime de tous ses détracteurs de chefs de bande, c'est bien celui de la publicité politique. Oh, bien sûr, vous n'avez pas manqué de mentionner subrepticement la première intrusion de Jacques Séguéla dans le monde de la politique, la regrettable affaire Mercure. Intrusion bien involontaire au demeurant, mais gageure amusante que la juxtaposition paradoxale du pompidolisme et du hors-bord. Et puis, l'histoire est là pour nous démontrer que la célébrité s'acquiert fréquemment par effraction. Et nous l'attendions tous. Le plat de résistance de votre réquisitoire nous fut enfin servi. La fameuse, l'incontournable intrusion de mon client dans le jeu constitutionnel. Vente de son âme au diable, manipulation, caractère subversif, haute trahison, j'en passe. Mais monsieur le procureur, c'est une nouvelle affaire Dreyfus. Mon client aurait donc vendu son âme à la politique. En premier lieu, permettez-moi de vous répondre que, fondée ou non, cette accusation recèle un authentique compliment. En effet, beaucoup ont essayé avant de renoncer, faute d'acquéreur. Pour le reste, laissez-moi vous rappeler, en bon juriste, qu'une telle transaction ne saurait intervenir que sous réserve d'une condition suspensive. Cette condition s'appelle le succès. En effet, que Mitterrand eût échoué et Jacques Séguéla eût été assimilé à quelques centristes dévoyés, tout juste bons à griffonner les affiches de Jean-Pierre Soisson. Mais Mitterrand vainquit et Séguéla devint aussitôt Faust. La force tranquille en 1981. Puis en 1988, Génération Mitterrand et son bambin souriant aux anges. La fille de mon client, pour votre information. C'était sans doute trop d'audace d'un coup. Et les boussoles de la tradition en perdirent définitivement le nord. Art, démagogie, propagande. L'affiche fut pour probablement tout cela, et bien plus encore. Un gigantesque coup de pied dans la fourmilière électorale. Les votés oui, votés non, Dupont président, Durand pour la France, avaient définitivement pris la poussière. Pourtant, Jacques Séguéla n'a cessé de répéter, à qui voulait bien l'entendre, que c'est Mitterrand qui l'avait fait roi, et non l'inverse. Et qu'en ces deux occasions, les sondages d'ailleurs sont là pour en témoigner, les courbes avaient à peine frémi au cours de ces deux campagnes massues. Vaine défense. Mon client est la victime d'une mémoire collective dont monsieur le procureur est, hélas, le fidèle porte-parole. Si quelques années plus tard, les esprits ont oublié les sondages, les affiches demeurent. Ces photos rassurantes et ces quelques mots qui, à double reprise, ont lézardé les certitudes vacillantes des indécis. Plus simplement, Séguéla Star est-il né d'une rose? Ou l'œuf de la pub a-t-il fait éclore un président? Éternel débat, vain débat. L'essentiel est que l'opinion politique découvrait enfin en la publicité un vrai pouvoir. Plus seulement une vague esbrouffe destinée à flatter les courbes des ventes et gonfler les parts de marché. La publicité devenait sérieuse,
Si elle n'avait pas abattu Giscard ou Chirac, du moins avait-elle, selon la rumeur, tenu l'arme du crime. Cette complicité la légitimait. Et une nouvelle fois, ce fut la rumeur qui tint le bras du législateur. Ainsi, des voix de tous bords vont dénoncer le poids de cette publicité qui apparaissait d'évidence comme un élément trop ostensiblement sous-traité à des illusionnistes. Le jeu politique était autrefois éloquence et érudition. Il devint mercantilisme et démagogie. La phrase assassine de Giscard lors du débat de 1974 était un trait de génie. Le pragmatisme de Séguéla était manipulation et supercherie. Brusquement, la manne électorale avait mauvais goût, l'hémicycle gronda, Sapin précipita Icare Séguéla et consorts aux enfers. Chacun y trouvait son compte. Les publicitaires enfin muselés, les sondages n'étaient plus à la merci de quelques soubresauts imprévisibles à quelques jours des élections. Que conclure? Mon client comprend fort bien, il l'a d'ailleurs répété à maintes reprises, l'importance des garde-fous. Il comprend ce halte aux joutes électorales sans cesse plus longues et coûteuses, ce halte au risque de transformation du candidat en accessoire de sa propre campagne. Mais Jacques Séguéla nous dit aussi, et demain, et c'est aujourd'hui, ce seront des panneaux municipaux sur lesquels personne ne lèvera les yeux, sauf à l'occasion de quelques passages devant la mairie ou le cimetière. Demain, ce seront des isoloirs désertés parce que la brocante du quartier ou l'émission dominicale auront eu, elles, le droit de se promouvoir plus efficacement. Demain, ce sera voté pour des noms à défaut de visage. Alors que vive la publicité politique, que vive le rêve dans un domaine qui doit rester en ces temps de crise et malgré nos suspicions, la plus grande réserve d'espoir. De la vente de lendemain qui chante à celle de la lessive, il n'y avait qu'un pas que vous ne pouviez manquer de franchir. Car enfin, monsieur le procureur, nous l'attendions. Il fallait que ce fût dit, fatalement. Qu'est-ce que la pub de Séguéla, dans le fond, sinon de l'illusion, de l'abstrait, du rêve? En fait, la pub, c'est l'opium du peuple. Souvenez-vous des années 80. Écran et affiche n'étaient alors que succession de coups de génie, de coups d'audace. La Visa faisait les 400 coups sur le pont du Clémenceau. Myriam affolait tous les hommes en promettant d'enlever le haut, puis la semaine suivante le bas. Le cocorico général. L'esprit français triomphait et chacun s'en gaussait. Qu'un lessivier ose un message trop primaire et l'on brocardait aussitôt la triste influence anglo-saxonne. Les décennies de l'apprentissage étaient révolues. Ne vous en déplaise, monsieur le procureur, la publicité devenait adulte et fêtait sa majorité dans la liesse. Elle abandonnait définitivement son statut peu recommandable de pause pipi et devenait pause curiosité, pause désir et pause évasion. Bien sûr, le consommateur jurait toujours ses grands dieux ne jamais subir l'influence de la publicité et faire ses choix en toute indépendance. Refus bien légitime et bien français de l'instinct grégaire. Mais la pub entrait dans les sujets de conversation. Il fallait absolument avoir vu la dernière campagne de Goudou Séguéla, au risque de passer pour un ringard. Hélas, la France a la mémoire courte. Lorsque la récession frappe brutalement les années 1990, elle s'affole. Qui sont les responsables? Où se cachent-ils? Lorsque les dieux ont soif, les premiers suspects sont toujours les meilleurs boucs émissaires. Évidemment, ça ne pouvait être que ces publicitaires profiteurs qui font bombance en dilapidant l'argent des annonceurs, c'est-à-dire l'argent du travail, pour assouvir leur folie décadente et inutile. Et ce fut la curée médiatique. La presse y alla de son petit couplet. L'événement du jeudi, peu embarrassé par un conflit d'intérêts, peut être un peu plus fort que les autres. Le pubard est toujours un gibier de choix. La mode était alors aux confessions publiques. Oui, j'ai conscience d'avoir satisfait l'intérêt de mon ego avant l'intérêt de mon annonceur. Oui, je suis le grand fauteur de la surchauffe économique. Oui, je promets de consacrer mon existence à la réclame pure et dure.
Adieu les jeunes cadres dynamiques et leurs courses folles. Aux oubliettes, la femme fatale qui assurait en rôdier. Les années 90 consacraient l'avènement du consommateur modèle, simple et serein. Les années 90 consacraient à nouveau et sans retenue le triomphe de cette pierre angulaire de la société française, le bon père de famille. Réjouissez-vous, monsieur le procureur, car pour la première fois sans doute, la publicité courait spontanément dans le sens du droit. D'une décennie de création, on voulait faire table rase. Et bien sûr, à Séguéla, rien ne pouvait être épargné puisqu'il était l'instigateur, le responsable de tout. La chienlit, c'était lui. Je me souviens déjà, disait-il, de cette fin des 80s qui sonnait avec hargne comme pour un enterrement revanchard, le glas de l'apparat, du look et autres signes extérieurs de conquête. Je me souviens du dieu argent soudain en disgrâce, forcé de laisser son trône à la déesse de la morale. Alors, entre les reniements des confrères, la fureur de la presse et la suspicion grandissante de l'homme de la rue, que pouvait faire mon client? Bêler le repentir avec le reste du troupeau ou rester fidèle à ses principes? Pressé de choisir, il fait certes quelques déclarations apaisantes, mais nous pouvons l'affirmer, Séguéla croit toujours au rêve, à la création, au désir. Et il nous met en garde. Attention, sous prétexte de promouvoir cette nouvelle morale, le publicitaire surfe sur le compromis difficile du rêve et du concret, de l'image suggestive et de l'information brute. Dangereuse alchimie. Prenons garde à ne pas jouer les apprentis sorciers. Il nous dit attention à cette publicité qui terrorise en multipliant les accidents pour nous vendre à tout prix de la sécurité. Attention à cette publicité qui culpabilise en nous assénant des pourquoi acheter plus cher et autres formules tyranniques. Attention à cette publicité qui vante le prix avant le produit, qui promeut la fin de série et en oublie l'innovation. Attention à cette non-publicité où l'homme, ça pourrait être vous, devient un simple automate à claironner ses bonnes affaires. Attention à cette publicité où le diesel devient roi, où l'économie devient reine. Attention à cette publicité où, coûte que coûte, la lanterne doit rester vessie, le carrosse doit rester citrouille. Enfin, mon client dit attention à cette grève de la tradition anglo-saxonne à la mode que la nouvelle vague consumériste tente à légitimer. La publicité comparative. Ah, la publicité comparative. Elle est à la page et agite tous les esprits, aiguise toutes les curiosités. L'homme politique pense tendance et normes, le juriste raisonne loi et ordonnance, le consommateur s'en amuse déjà. Pourquoi pas d'ailleurs? Rousseau écrivait que l'homme était naturellement bon à l'état sauvage. Il aurait pu ajouter que dès lors que vous lui donnez un voisin, il ne manque pas de pratiquer son sport favori. La comparaison. Tout devient prétexte. Sa femme, son chien, sa pelouse, son téléviseur, ses chaussures, sa voiture, essentielle la voiture. Alors imaginons le scénario. Ici Pampers contre peau douce à coups d'élastique anti-fuite, là Kellogg's contre Quaker à coups de pépites de chocolat, bien innocent en somme. Et si Renault dénigrait Toyota, ce serait mieux encore, un devoir civique. Mais imaginons le pire. Lanvin contre Dior, Chanel contre Guerlain, le foulard Cartier à l'assaut du carré Hermès. Et là, plus personne ne rit. C'est l'esprit français qui assassine le génie français, qui déboulonne son prestige et ses mythes. Alors, on compare ou on ne compare plus? Jacques Séguéla dit non à ces escarmouches de lessivier, non à ces querelles de pop stars par Colin interposé, dont nul produit, marque ou article ne sortira indemne. Il dit retrouvons cette passion, ce désir de créer, de nous tourner vers l'avenir.
manquerait pas de rétorquer que nous sommes loin du Clémenceau, loin des chevrons sauvages. À peine. Le contenant a peut-être un soupçon de folie en moins, mais le contenu demeure intact. Que nous apprennent les slogans ségéliens? À l'heure où d'autres confessent ouvertement leur changement de cap par des formules « la tradition, ça a du bon », soit en filigrane, pardon, d'avoir oublié, Jacques Séguéla nous répète simplement que la passion a toujours raison et que le café se nomme toujours désir. Certes, le porte-avions et la muraille de Chine ont disparu, mais ces messages sont centrés sur des thèmes rassembleurs, démagogiques de votre point de vue. L'enfance, l'amour, l'envie, le plaisir. Pas de ménagère dépitée, pas de cadre excédé, pas de voisins médusés. Du bluff, direz-vous. Séguéla trompe le peuple à coups d'images virtuelles à l'heure où la société de consommation est moribonde, à l'heure où la société tout court doute et compte ses chômeurs. Que ne pourriez-vous dire vrai? Que ne rêvons-nous pas d'une baguette magique qui, chaque soir, pourrait effacer en un clin d'œil ces 30 minutes de mauvais rêve que devient le journal télévisé? Hélas, Séguéla n'est pas le docteur Coué. Mais son message est simple. Le fondement de la crise n'est pas économique, mais social. Le consommateur a peur. Le terroriser ou le culpabiliser ne changera rien à l'affaire, bien au contraire. La machine est en surchauffe. Surtout n'éteignons pas le feu, surchauffons davantage. Nous risquons l'explosion, tant mieux. Nous courons vers l'implosion. Rappelez-vous cette phrase célèbre du général Foch à l'aube de l'année 1918, aux pires heures de l'offensive allemande. Il disait en substance: « Ma droite est harcelée, ma gauche est enfoncée, mon centre est malmené, tout va bien, j'attaque. » Il avait raison. Quelques mois plus tard, l'Allemagne capitulait. Souvenez-vous encore de cette frénésie de création, de cette multiplication de chefs-d'œuvre qui saisit Hollywood au plus fort de la grande crise des années 30. Les majors avaient compris mieux que quiconque l'importance de la fuite en avant. Et rien n'a changé. À l'heure où la France polémique sur le budget d'un film, Germinal pour ne pas le citer, Hollywood lâche sans scrupule ses dinosaures dans la plus gigantesque offensive de marketing de l'histoire du cinéma. Alors par pitié, que ne cessons-nous de ressembler à Basilus dissertant avec le clergé orthodoxe du sexe des anges tandis que les infidèles enflammaient les murailles de Byzance? Soyons consommateurs et fiers de l'être. La publicité n'est que du vent, selon monsieur le procureur. Alors Dieu merci, le vent reste le plus sûr moyen pour un navigateur d'arriver à bon port. Mais si mon client nous dit avançons, il nous dit aussi communiquons. Là, je réalise que je viens d'enfourcher l'un des chevaux de bataille de monsieur le procureur, la communication. Il y a quelques minutes à peine, en effet, vous nous y infligiez une diatribe pour le moins arrogante sur les rapports que Jacques Séguéla pouvait entretenir avec la communication. Reniement de la publicité, causeries et pamphlets, j'en passe. Si j'osais citer Molière, je vous répondrais, mon Dieu, monsieur le procureur, qu'en termes peu galants, ces choses-là sont mises. Il y a méprise. Mon client n'a jamais cessé, au cours d'une carrière de plus de 20 années, de donner une place de choix à la communication. La pub ségélienne, ne vous en déplaise, ne fut jamais causerie et non plus vente forcée à la hussarde. Peu de mots, mais des mots harmonisés sur un même tempo, la suggestion. Créer l'éloignement nécessaire entre le consommateur et le produit pour susciter la convoitise, mais lui présenter la passerelle afin de provoquer l'audace. Guider sa main, non la forcer. C'est cela, la communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le plus bel exemple de communication dans la publicité, c'est monsieur Séguéla qui nous l'a offert avec les produits libres. Le message des produits libres, c'était en substance: le produit vous parle, écoutez-le.
Cessez de lui faire aveuglément confiance sur sa bonne mine. Allez au-delà des palmiers qui vous sourient sur l'emballage. En un mot, communiquez. Quant à la formule, la pub est morte, vive la communication, elle n'a nulle signification de reniement ou d'ingratitude à l'égard d'une quelconque mère nourricière. Non, plus simplement, l'heure est venue pour la communication de s'affranchir de l'enveloppe publicitaire et d'exister par elle-même. La société Providence plonge chaque jour sa main dans la corne d'abondance et en retire comme par magie quelques nouveaux outils de communication. Minitel, Bebop, numéro vert, borne interactive, j'en passe. Une voie royale pour le XXIe siècle. Que l'homme souhaite encore se mettre à table pour profiter du festin est une autre question, un autre débat. Débat passionnant, mais qui va bien au-delà de votre accusation, monsieur le procureur. Alors, quelle sanction pour ces gars-là? J'aurais pu balayer d'un trait votre réquisitoire en opposant simplement le principe du non-cumul des peines, le législateur ayant déjà de sapin en évin châtié la profession plus sûrement que vous ne le fîtes. Toutefois, en soulevant ainsi cette exception in limine litis, j'aurais certes obtenu l'acquittement, mais privé mon client de l'approbation populaire et moi-même du plaisir de croiser le fer avec vous. Mais sur le fond, qu'en est-il? Eussiez-vous condamné Jacques Séguéla à prophétiser comme Cassandre dans l'indifférence générale, vous m'auriez embarrassé. Mais voyez-vous, monsieur le procureur, votre réquisitoire fut finalement une suite de sarcasmes élogieux, d'éloges sarcastiques, autant de médailles et de prix d'honneur à décerner à mon client. Car il est une maxime que ce dernier a inscrit en lettres majuscules dans son code d'honneur. Ce que les autres n'aiment point en toi, cultive-le, c'est toi. Alors bon vent, monsieur Séguéla. Que pouvons-nous vous souhaiter, à vous qui dans quelques instants aurez quitté cette cour lavée de tout soupçon? Pour ma part, après avoir lu et médité sur bon nombre de vos ouvrages, dont votre récent décalogue, je ne doute plus que votre existence va désormais tendre vers un seul but: la recherche de l'équation universelle de la publicité. Je vous propose de nous retrouver ici même dans une petite vingtaine d'années pour en débattre. Aurez-vous alors trouvé le Graal? Ou bien votre quête ne se sera-t-elle limitée qu'à faire les 100 pas autour de la grotte de Platon? Le pari est audacieux en ce qu'il recèle votre véritable condamnation. Une condamnation qui ne peut qu'être l'apanage de la défense. La condamnation à la réussite perpétuelle, afin que nul, dans quelques siècles lointains, n'ose dire, comme le fit naguère l'un de vos maîtres, Jacques Prévert de Pascal, un certain Jacques Séguéla. Monsieur Jacques Séguéla, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, devant cette haute assemblée, haute surtout par les sièges, me voici désarmé face à tant de talent. Comment oserais-je ajouter un mot à ce flot ininterrompu d'éloquence? D'autant que mon métier est de faire court. Assurément, nous n'avons pas les mêmes règles du jeu. Je commencerai donc ma piteuse défense, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, par un spot de 30 secondes. C'est un petit lapin qui, dans la forêt amazonienne, bute sur un gros serpent.
et que tu dis « Oh, pardonnez-moi, je vous ai bousculé, mais ne m'en veuillez pas, je suis aveugle de naissance. » Ah, dit le gros serpent, mais comme c'est drôle, moi aussi. Ah, bien, dit le petit lapin, mais écoutez, on pourrait mettre cette rencontre à profit, parce que, étant aveugle, je ne sais pas qui je suis. Mais moi non plus, dit le gros serpent. Bon, ben, je commence, dit le gros serpent, je tâte. Ah, deux longues oreilles, un petit bout du nez tout frais, une petite queue. Dit le gros serpent, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper, vous êtes un petit lapin. Ah, merveilleux, dit le petit lapin, toute ma vie, j'ai rêvé d'être un petit lapin. Et moi, dit le gros serpent, et moi, qui suis-je? Je tâte, dit le petit lapin, je tâte. Oh, vous êtes tout long. Ah, vous êtes tout froid. Oh là là, vous n'avez pas de couilles, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper, vous devez être un publicitaire. La cause est entendue, la pub n'est plus ce qu'elle était. Mais méfions-nous de ne pas la condamner trop vite. Monsieur le procureur m'a accusé de tous les vices, traité de tous les noms, responsabilisé de tous les maux. Certes, j'ai péché, mais non par vilainie, par culte du rêve, de l'imaginaire, de la vie. Je ne suis pas fils de Satan, mais fils de pub. Dans toutes les bonnes librairies, c'est mon 5e ouvrage, 120 francs. Monsieur le procureur, connaissez-vous ce proverbe chinois? Lorsque le doigt regarde la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ne riez pas, monsieur le procureur, je vous ai vu regarder le doigt. Aussi, aussi vais-je essayer, humblement, de vous démontrer vos aveuglements. Et je le ferai avec passion, mais aussi avec raison. Ma mère me disait toujours, mon fils, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Pour ma défense, je vous parlerai donc de mon métier avec amour, mais sans jamais omettre d'avancer les preuves de mon innocence. Première aberration, vous m'accusez de ne pas être payé pour mes opinions, mais pour mes idées, mais cela m'innocente. Vous me croyez magicien, je ne suis qu'un micro, ici d'un café, ou d'une automobile, là, d'un président. Vous êtes choqués, mais réfléchissez, l'un n'existerait pas sans l'autre. Il n'est plus de débat politique qui ne soit coupé d'un écran publicitaire, et c'est souvent le meilleur du spectacle. Mais surtout, c'est lui qui finance le spectacle, sans pub, pas de télé, donc pas de débat. La publicité n'est rien d'autre, Monsieur le Président, que le mécène sans lequel le pluralisme des idées ne pourrait s'exprimer. Ne vous en déplaise, mon cher procureur, la pub est le sponsor de la démocratie. Vous doutez? En voici une irréfutable preuve. Les pays sans démocratie sont toujours des pays sans publicité. Vous y seriez peut-être plus à l'aise, mon cher ayatollah en herbe, car il vous reste long à apprendre des réalités de mon art. Vous me reprochez d'avoir vendu mon âme à la politique, mais c'est la politique qui a vendu son âme à la pub. J'ai répété jusqu'à l'ennui que je n'avais pas fait élire Mitterrand, mais que Mitterrand m'avait fait roi. Personne n'a voulu m'entendre. Chaque élu, plutôt que d'avoir des idées, les a quémandées aux enquêtes d'opinion. Chaque candidat, au lieu d'afficher ses opinions, s'est contenté d'afficher un slogan. La publicité politique est nécessaire, mais pas suffisante. Pour l'avoir oublié, nos élus ont usé, puis abusé du marketing jusqu'à l'overdose. Mais à culpa, si j'avais su que la force tranquille allait tourner la tête d'une génération d'hommes publics, j'y aurais réfléchi à 2 fois. Mais revenons au présent. Je voudrais au passage relever la seule phrase percutante de votre diatribe. Hélas, elle n'est pas de vous, mais de Don Camillo, j'allais dire de Don Patillot. Dans l'isoloir, Staline ne te voit pas, Dieu si. Mais Dieu lui-même aime la publicité, puisqu'il a mis des cloches dans les églises.
Comment d'ailleurs notre Seigneur aurait-il pu être à votre image, monsieur le procureur, un sinistre publiphobe? Son fils, Jésus, n'est que le premier fils de pub. Le Christ a tout inventé de notre métier. D'abord, le slogan « Aimons-nous les uns les autres », le plus beau qui n'ait jamais été écrit, et que vous devriez, mon cher, avoir gravé en lettres d'or sur votre pupitre de haine. À la suite, Jésus inventa le logo, la croix, sans faille, a pris 2000 ans d'exercice, puis il créa le point de vente, les cathédrales, mieux bâties que nos hypermarchés d'aujourd'hui. Enfin, Jésus-Christ alla au bout du système. Il pensa même à la promotion. Lorsque la fréquentation baissait, il faisait un miracle et ça repartait. Mais il y a plus pervers dans vos blâmes infâmes. Tristes, récepteurs d'idées reçues, décodeurs de niaiseries, transmetteurs d'atavismes, vous m'accusez, comme je l'ai lu 1000 fois, de traiter nos candidats politiques en lessive. Mais ce n'est pas un amalgame, Monsieur le Président, c'est un hommage. Pour la lessive, s'entend. Les marques sont à notre image, puisque nous leur donnons ce qui nous différencie des animaux ou des objets, l'extraordinaire pouvoir de la parole. Les marques sont donc personnes, et je vais vous le prouver. Il n'est pas de slogan de lessive, de chaussures ou de couche-culotte qui n'aille comme un gant aux hommes politiques. En tout seigneur, tout honneur, je commencerai par François Mitterrand, l'inoxydable, et ce slogan de Pec Citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour marcher, la fausse route permanente, j'en appellerai à Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Pour Valéry Giscard d'Estaing, le monarque, j'en appellerai à Hertha, retrouver le bon goût des choses simples. Pour Chirac, l'agité, vas-y, 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 vas-y. Pour Ballandur, monsieur pas de vague, don't do it. Pour Barre, le lymphatique, je veux mon épée d'A. Pour Tapie, le battant, même mouillé, il est sec. Pour Pasqua, le dur, quelques grammes de tendresse dans ce monde de brutes. Et enfin, pour Le Pen, la brute, ce slogan de BMW à peine détourné, les hommes n'ont pas fini d'aimer les ordures. Connaissez-vous, monsieur le grand inquisiteur, plus beau destin? Je suis perdu. Je recommence. Mais changeons de sujet. La politique a déjà eu la part trop belle. Plus aucune des attaques fantasques de mon coupeur de tête n'a résisté à l'analyse. Monsieur le Président, je me tourne à nouveau vers vous. Comment cet homme qui m'accable ne voit que haute trahison où il n'existe que haute passion? Ce métier, je l'aime d'amour parce qu'il consiste à avoir des idées. Or, les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions. Mais seul l'un d'eux franchit les petites barrières de la vie et crée un petit bébé. Mon métier, Monsieur le Président, c'est de faire exister ce petit bébé. Connaissez-vous, Monsieur le grand inquisiteur, plus beau destin au monde que de donner la vie, vous, dont la besogne est de la retirer? D'ailleurs, avez-vous vu le dernier spot belge? Un Bruxellois tient dans sa main gauche un vieux pneu et dit « Goodyear ». Et dans sa main droite, il brandit 365 préservatifs. Et il dit « Very Goodyear ».
avec vos fausses affirmations et vos nouvelles usagées. Vous êtes marchand de pneus crevés. Je suis marchand de goudilleurs. Nous ne vivons pas au rythme du même calendrier. Vous ajoutez des années à votre vie. J'ajoute de la vie à mes années. Et oui, mon cher pisse-froid, c'est gai, la pub. En vente dans toutes les bonnes librairies, 310 francs. Regardez De Vos entrer en scène. Il arrive seul, sans orchestre ni danseuse. Il s'assied sur une chaise, regarde ses pieds et grommelle entre ses dents. Une fois, c'est rien. Deux fois, rien, c'est déjà pas beaucoup. Mais avec 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. En 2 minutes, ce diable d'homme, gros comme un ballon rouge, pénètre dans un espace incolore et inerte, dessine des images avec des mots, et le vide s'emplit de couleurs et de rires. L'art du communicant est là. Ne pas laisser un espace aussi vide en sortant qu'on ne l'a trouvé en entrant. La pub n'a pas d'autre vocation. Elle s'empare d'une page blanche, d'une affiche vierge, d'un écran noir, et aussitôt crée la légende d'une marque. Combien y a-t-il de grammes de nylon dans une paire de collants d'hymne, et combien de kilogrammes de la petite musique qui les a rendus célèbres? Ainsi la pub est-elle mieux que la pub, Monsieur le Président? Frivole et mercantile dans son premier mouvement qui est de vendre, elle n'en reste pas moins l'agitatrice de notre inconscient. C'est elle qui nous dicte tendances et mutations. Les campagnes de dentifrice ont sauvé plus de caries que les cours obligatoires d'hygiène. Elles devraient être remboursées par la sécurité sociale. Bison futé a plus fait pour la circulation que tous nos énarques du ministère des Transports, et les autogapsies mieux servi les économies d'énergie que tous les arrêtés officiels. Quant à Dime, la séductrice, elle a plus agi pour la libération de la femme que Brigitte Bardot et Jeanne Fonda réunies. Vous comprenez pourquoi tout nous sépare, monsieur le procureur. Je suis fils de pub, et vous, fils de guillotin. Mais je finis par vous aimer. Vos démonstrations sont autant d'impostures, si faciles à démasquer. Vous me dites mercenaire. Oui, mercenaire, je le suis, je le confesse, mais mercenaire du désir et fier de l'être. La France rame dans la crise, s'embourbe dans le scandale et sous la majorité. Même si elle doit enterrer son siècle, cette ultime décennie pourrait le faire en chantant. Elle a choisi les couinements et les pleurs, l'attentisme et le misérabilisme. Dommage, il n'est qu'un moyen de terrasser la crise, c'est de hurler « Vive la crise !» Le merdier, c'est notre chance, celle de nous remettre en question et d'abord de nous poser la vraie question. Quelle crise? Et si, avant d'être économique, elle était tout simplement psychologique? À se masquer les causes, nous amplifions le mal. À peine la finance est-elle souffrante que l'on accuse les taux d'intérêt des banques, sans nous demander si le fautif n'est pas aussi notre intérêt. J'entends notre intérêt pour la consommation. Consommation. Le mot suppôt de tous les anathèmes est lancé. Que nous l'avons-nous ridiculisé, vilipendé, rançonné, cette société de consommation qui pourtant nous faisait vivre. Proie facile pour les socialos, les écolos, les démagos, que ce mode de vie où nous ne voulons voir qu'une mode et donc une denrée périssable. Hélas, nul n'a compris ou n'a voulu comprendre que ce système fragile perdurait seulement par le culte de l'envie. Souvenez-vous, il y a 10 ans à peine, l'appétit était notre énergie. En ces temps-là, les politiques voulaient refaire le monde, les hommes d'affaires bâtir des empires, et les consommateurs consommer. Qu'avons-nous fait de nos 80s? Erreur de rendre le chômage seul responsable de notre décrue. C'est la déconsommation qui, la première, a enrayé la machine. Preuve irréfutable, notre pouvoir d'achat est en hausse, faiblement, mais toujours en hausse, et notre consommation en baisse, fortement, et toujours en baisse. L'argent dort ailleurs, sous les dredons des 6 caves.
ou chaussant les bas de laine des emprunts d'État et des privatisations. À mon tour d'accuser. Le crime est collectif. Nous sommes tous et responsables et coupables. Les fabricants d'abord, en cessant d'imaginer, ils ont les premiers cessé de nous tenter. Certes, sont nées de nouvelles navettes, de nouveaux avions, de nouveaux trains à grande vitesse. Certes, les ordi ont été repensés, les programmes renouvelés. Mais qu'a-t-on produit de neuf pour notre consommation quotidienne? Monsieur le procureur, lorsque vous rentrerez chez vous tout à l'heure, levez les yeux et regardez tous les objets qui vous entourent ont 10 ans, 20 ans, 50 ans. Souvenez-vous de ces 70s, où le design italien déferla dans nos chambres et nos cuisines, mettant le plastique en fête. Nous fûmes tous pris de fièvre acheteuse. Plus de maître à penser, ni à dépenser. Où va le monde? Hier, nous vivions pour acheter. Aujourd'hui, nous achetons pour vivre. Moralité, bientôt, nous n'aurons plus de quoi vivre. Je sais, Dieu a divisé le monde en deux. La nourriture pour les riches, l'appétit pour les pauvres. Mais si nous faisons perdre aux riches l'envie de consommer, qui demain pourra partager avec les pauvres? Non, je le redis haut et fort, il n'est qu'une voie de survie, donner l'envie d'avoir envie. Et l'autre, Monsieur le Président, de s'imaginer qu'il m'abaisse lorsqu'il me traite de mercantile. Bien sûr que la finalité de la publicité est de vendre. Pauvre censeur insensé qui prône encore que l'argent est sale, que réussir est malhonnête. Qui pensez-vous, mon cher, qui relancera la conso? Les politiques, ces marchands d'illusions? Les journalistes, ces marchands de malheur? Les économistes, ces marchands de chiffres? Non, les publicitaires, car ils sont marchands d'idées neuves. L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. C'est mon dernier, en vente partout, 30 francs. Deuxième coupable de notre crise de foi, la distribution. Je me souviens de ces temps à peine enfouis, où nous allions le samedi visiter nos enfants à la main, les tout nouveaux hypermarchés, ces cathédrales de l'envie. Hélas, à force de casser, matraquer, piétiner, écraser les prix, les usines à rêve se sont faites usines Afrique, les allées de la tentation, goulag de la consommation. Troisième complice de cet assassinat collectif, les médias. Le sujet est tabou. Nos journalistes disposent désormais de l'immunité médiatique comme d'autres, de l'immunité parlementaire. Et encore, on la lève. Mais ne sont-ils pas les premiers coupables de notre désespérance? Comment trouver la force de se rendre en chantant à son boulot lorsque les radios du matin vous ont dépeint l'apocalypse? Pour elles, chaque nouveau jour est une journée de deuil, d'embouteillage à la hausse, en indice Nikkei à la baisse, de bulletins météo noirs en indicateurs rouges, d'interviews politiques désabusées en interviews politiques abusives. La France court à sa ruine et la matinée à sa perte. Puis le job vous emporte, l'humeur du bureau est au drame, commande annulée, projet ajourné, espoir envolé. La seule certitude est celle des licenciements en cours. Mais le pire reste à venir, à peine achevé. Le démoralisant planning quotidien sonne, la messe du 20h, la messe funèbre. Les scandales vont succéder aux guerres, que relayeront les crimes pour s'enchaîner aux grèves et finir en beauté sur les misères du monde. Je n'ai jamais de mes yeux vu un journal télévisé s'ouvrir sur un sourire de gosse. Que diable! Il y a par bonheur plus d'enfants qui naissent que d'enfants qui meurent en ce bas monde. Fut-il tombé si bas? Révélateur. Les guignols de l'info, quel lieu d'info? Quel danger pour une institution? Quel danger pour une démocratie lorsque son expression préférée est la caricature? Le mal, Monsieur le Président, est d'avoir pris en grippe notre style de vie. La société de consommation a ses limites, ses excès, c'est ridicule. Mais, telle la démocratie, elle reste le pire des systèmes, mais nous n'en connaissons pas de meilleur. Reste aux publicitaires, et moi le premier, de se repentir d'avoir cédé à la démission générale. Il a suffi que fin 90 frémissent les premiers symptômes de la crise pour qu'aussitôt nous passions sans transition de la pub spectacle à la pub retape. De marchands de bonheur, nous sommes devenus marchands du temple.
En quelques mois, nos écrans se sont couverts de cette gale qu'est l'agressivité commerciale mal composée. Nos affiches ont vu les prix grandir jusqu'à les occulter. Nos ondes n'ont plus chanté que des moins pourcents et l'auditeur de déchanter. En voulant combattre le marasme naissant, nous l'avons ancré dans les esprits. Les médias devenus braderies nous ont donné le sentiment d'être bradés nous-mêmes. Chacun s'est vu à la dérive dans un monde qui ne maîtrisait plus rien, puisqu'il lâchait ses prix. Les histoires belges, dans leur cruauté, ont le mérite de la lucidité. Savez-vous pourquoi les Bruxellois ne rentrent plus chez Darty qu'en rampant? Parce qu'ils recherchent les prix les plus bas. Mais déjà, ne vous en déplaise, la pub change et devient communication. Seul notre cher publiphobe de service ne s'en est pas aperçu, la haine aveugle. Car si la pub est mutation, c'est que le consommateur ou les lecteurs, après tout, ce sont les mêmes, ont accompli leur révolution culturelle. Ils exigent d'entrer dans le jeu. Fin de l'enfoncez-vous ça dans la tête, le mot d'ordre de la réclame. Début du vous avez un droit de réponse, que désormais tout citoyen, acteur, acheteur existe. Le consommateur se veut consomme-acteur, participant à chaque décision du fabricant, à chaque rayon du distributeur, pianotant son ordi, son Minitel ou sa borne. Il veut à tout une réponse tout de suite et ainsi participer au grand concert de la conso. Il nous faudra quitter notre science du monologue, ne vous en déplaise, pour inventer celle du dialogue. Désormais, communiquer, c'est aller sur le territoire de l'autre, parler son langage, utiliser ses codes et le faire en toute simplicité, mais aussi en toute intelligence. Les 70s et les 80s nous avaient enseigné à réveiller l'enfant qui sommeille en tout acheteur. Désormais, il entend être traité en adulte. La pub est devenue d'une grande personne communiquant à d'autres grandes personnes. Simple retour aux sources au Moyen-Âge. Communier et communiquer n'était-il pas le même verbe? Vous le voyez, Monsieur le Président, messieurs et mesdames de la Cour, vous qui allez me juger pour autant d'actes qui ne sont qu'actes de foi, les accusations de ce procureur de village ne sont que faux procès. Je ne suis ni le Dreyfus de la réclame, ni le Seznec de la pub, ni à moi seul le Sacco et Vanzetti de la com. De faux témoignages en faux bavardage de ce tortionnaire des faits se prit les pieds dans le tapis de ses intolérances. En m'accusant, c'est lui qui se condamne. À coups de dents, à coups de griffes, il croit d'épaisser sa proie, mais ce n'est qu'un crocodile se rendant les yeux fermés chez un maroquinier. Et voici que pour finir, l'infâme me traite de narcotrafiquant repenti. Quelle insulte, quelle injustice, quelle iniquité. Je suis un narcotrafiquant en perpétuelle récidive, mais ni de hache, ni de coque, ni d'héros. Mon seul commerce est celui du rêve. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des rêves. La publicité est notre usine à fantasmes. Selon l'époque, elle oscille de l'hyperréalisme des heures de rigueur au romantisme des heures de bonheur, miroir du temps, autant que de nous-mêmes. Elle se plie, caméléon aux exigences du moment, mais la soumission n'est que de façade. Derrière ces airs consensuels, elle demeure, envers et contre toute raison, l'éternel chantre de l'imaginaire. Force est de reconnaître, Monsieur le Président, seul Hollywood lave plus blanc dans toutes les bonnes librairies, 110 francs. Aussi, je l'avoue, je vends des shoots d'imaginaire. Oui, je trouve que la vie est trop courte pour s'habiller triste, qu'un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts, qu'Europe 1 c'est la pêche, et que vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Faut-il me pendre parce que j'ai la langue bien pendue? Faut-il m'embastiller parce que je prône la liberté de rêver? Faut-il me tabasser parce que je sème quelques grammes de tendresse dans ce monde de brutes? Mais, au diable, les coups, les bassesses, les monstruosités, notre métier ne peut pas mourir. La planète va plus consommer dans les 30 années à venir que depuis 120 000 ans. Simplement, rien ne sera plus comme avant, et c'est mieux ainsi. L'homme ne se reconstruit qu'au pied du mur.
Désormais, il est vain de nous demander ce que la publicité peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire pour elle. Et si le temps était venu d'une publicité nommée désir. Certes, ce désir doit porter sur le fond et non plus sur la forme. Notre métier est de faire du surf sur les flux socioculturels. La société du signe est morte. Vive la société du sens. À nous de passer du contenant au contenu, mais en réhabilitant l'envie. Le seul problème qui se pose, réussirons-nous un jour, pauvre Frenchy, à nous débarrasser de ce culte de la frilosité qui nous ronge? Aussi, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, j'achèverai cette piètre défense, comme je l'ai commencé, d'un spot. Un homme entre dans une pharmacie et demande timidement à la pharmacienne: « Madame, je voudrais un préservatif. » Et la pharmacienne lui dit: « Désolé, monsieur, mais je ne détaille pas cet article. Je le vends en boîte de 12. » Et le monsieur insiste et lui dit: « Je sais, mais je vous assure, je n'en veux qu'un. Écoutez, je vous paye les 12, mais de grâce, vous ne m'en livrez qu'un. » Alors, la pharmacienne, ravie, se dépêche de décortiquer la boîte, de donner un préservatif, de garder les 11 pour elle, d'encaisser le prix des 12, et au moment de refermer son tiroir-caisse, elle n'en peut plus. Elle dit: « Écoutez, monsieur, je suis désolé, je vais me glisser dans votre vie privée, mais j'ai besoin de savoir pourquoi un seul préservatif. » Et l'homme regarde la dame et répond: « C'est que madame, j'essaye d'arrêter. » Nous n'arrêtons jamais. Merci, Monsieur Jacques Séguéla, pour tant de talent. Merci aussi à nos deux secrétaires. L'affaire est mise en délibéré et l'arrêt sera publié dans tous les journaux. Alors, je vous dis à l'année prochaine. Retenez, le premier vendredi de décembre, comme toutes les années, vous retrouverez la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Et dans l'immédiat, je vous invite à nous retrouver autour d'une tasse de bol de Fleurine. Monsieur le procureur général. Alors, mon successeur, Pascal Mayer.